Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes et je mets en lumière leur business, leur audace, leur succès. Bonjour, je suis Simonie Devec. J'accompagne des dirigeantes et dirigeants d'entreprises en forte croissance pour faire rayonner leur business. Mon expérience en tant que business partner finance et RH, aux côtés de dirigeants en environnement tech, start-up, multiculturel, mais aussi mon engagement au sein du board de l'ONG internationale Passerelle Numérique, m'ont permis de voir à quel point le leadership, c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, socle de tout. Bref, l'importance d'être bien entouré dès le départ. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, leur moteur, leurs challenges et leurs succès, afin d'inspirer celles et ceux qui construisent le leur. Belle écoute! Bonjour, je reçois Hugues Lebray, cofondateur de Nickel et auteur. Après avoir occupé des postes exécutifs dans la communication financière à la Société Générale, puis de direction générale, Boursorama, Hugues crée avec ses associés Compte Nickel, un compte que l'on ouvre en 5 minutes chez le buraliste, sans condition de revenus ni de patrimoine. Ainsi, Nickel a démocratisé et rendu simple le fait de se bancariser. Hugues est toujours investisseur et membre de plusieurs boards de start-up et scale-up. Hugues revient dans cet épisode sur son parcours et partage ce qui l'anime en tant qu'investisseur, homme de confiance de dirigeant, entrepreneur, cofondateur de Nickel et auteur. Enfin, passionné de lecture, d'écriture et de marche, Hugues raconte combien la marche en montagne, été comme hiver, lui permet de se ressourcer. J'en profite pour remercier Hugues pour ce partage. Belle écoute! Bonjour Hugues! Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de vous recevoir sur, mon podcast Connecting Leaders. Donc vous avez un parcours, hyper riche, on va dire, intéressant, impressionnant en communication, en direction générale, entrepreneur et également auteur. Nous allons y revenir. Alors, est-ce que, vous pouvez déjà peut-être vous présenter sous l'angle, que vous souhaitez? Moi, je m'appelle, Hugues Lebray, j'ai 59 ans, j'ai, 4 enfants. J'aime beaucoup de choses dans la vie, la culture, l'art, la nature et notamment, marcher dans la nature, qui est une de mes passions et dans les montagnes, j'ai une grande passion qui est de grimper les montagnes, que ce soit en vélo, à pied, ou en pot de phoque, l'hiver. Et sur le plan professionnel, parce que c'est quand même l'objet du podcast, j'ai une carrière en 4 grandes phases de 10 ans. Donc là, j'entame la 4e phase de 10 ans. Du coup, je vais essayer de travailler beaucoup plus longtemps que 64 ans. Et du coup, j'ai fait 10 ans dans la communication financière, donc accompagner des entreprises qui avaient des projets d'introduction en bourse ou de gestion de leur, actionnariat, donc dans des sociétés de conseil, dont la première que j'ai créée quand j'avais 30 ans. La 2e phase, j'étais directeur de la communication du groupe Société Générale et à la fois de l'innovation et du comité de pilotage des activités internet qui a donné l'émergence notamment de Boursorama. La 3e phase, j'étais patron de néobanque, donc j'étais PDG de Boursorama et puis j'ai créé Nickel et du coup ça a duré 10 ans, aussi et ça s'est arrêté en 2022 et puis, quoi, je suis encore président mais non exécutif et puis, la dernière phase maintenant, j'accompagne des entrepreneurs, et du coup je suis membre de conseil d'administration et j'accompagne une vingtaine de jeunes entreprises ou de certaines sociétés plus grandes comme, le groupe, Bollinger ou, une société de dessin animé qui marche très bien, qui existe la animation. Mais je dirais essentiellement des fintech et des biotech. D'accord, et les sociétés dans lesquelles vous investissez, il y a des stades de maturité, enfin, vous préférez plutôt des. Non, alors en fait, après avoir vendu Nickel, j'ai investi dans une vingtaine de sociétés. Quand on fait du non coté, c'est très risqué, les fonds d'investissement, seed, ont un taux de casse de l'ordre de 37. Donc c'est important, donc il faut investir quand on fait ce sport-là, dans beaucoup de sociétés, au minimum une dizaine et je dirais même une quinzaine, parce qu'on aura, les 20 de flèches et on aura les 40 de sociétés à aider, à accompagner pour lesquelles elles vont y arriver, mais ça va être difficile et puis on aura dans les 30-40 de sociétés qui vont pas, y arriver. Donc si on n'en fait qu'une, la probabilité, on le sait jamais a priori parce que les équipes ont du talent, il faut trouver son marché, il faut être capable de scaler et du coup, quand on investit dans le non coté, il faut pas que ça représente plus de 10 de ses avoirs.
15 maximum et il faut faire plusieurs lignes et moi, en plus, je veux être actif. C'est-à-dire que je veux être, au conseil d'administration, je veux accompagner, je veux les aider, dans leur management, dans leur pilotage, les aider à trouver des grands clients, les aider à lever des fonds et cetera. J'ai fait comme un fonds d'investissement, j'ai fait une période d'investissement de 4-5 ans et maintenant je gère et j'accompagne ces sociétés sans prendre de nouveaux dossiers, en attendant que, elles se développent. Quels sont vos critères? Hormis évidemment financiers, mais est-ce que vous avez des critères plus humains ou, par rapport à la cause, enfin, vous voyez, ce genre de choses? D'abord, il faut que je puisse apporter quelque chose et que je vois à quoi je peux servir. Ensuite, il faut, que je comprenne l'objet et à quoi elles servent et ce qu'elles vont essayer de régler comme problématique et que, ça ait du sens. Après, c'est évidemment l'équipe de management et l'équipe de management, c'est mieux si elle est diversifiée, s'il y a plusieurs personnes avec des profils complémentaires. C'est mieux si elle a de l'expérience. Quelqu'un qui a déjà géré une boîte de 1000 personnes ou quelqu'un qui a déjà 35-40 ans, et qui a une courbe d'expérience, c'est mieux. Ça ne veut pas dire que c'est une condition, obligatoire. J'ai investi dans des sociétés beaucoup plus jeunes que ça, mais c'est mieux. Oui, parce que j'allais vous dire que certaines startups, c'est des «jeunes» entre guillemets qui ont pas forcément beaucoup d'expérience Bien sûr, et mais qui sont, fabuleux, qui ont un peu plus la tête dans les étoiles et qui de temps en qui peut être temps, intéressant aussi, hein. et qui de temps en temps y arrivent. Oui, j'ai coutume de dire que quand on est entrepreneur, il faut être persuadé qu'on peut déplacer les montagnes et certains y arrivent. Alors que quand on se dit: «C'est pas possible de déplacer les montagnes», alors il faut pas être entrepreneur. Mais voilà, mais sinon les 3 critères sur cette équipe, si possible diversifiée, c'est l'humilité, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont, précis, qui sont dans le détail, qui sont au charbon, qui écoutent, et du coup, pour moi l'humilité est quelque chose de très important. C'est pas les gens qui disent que tout est facile, il y a qu'à Faucon, et cetera, mais vraiment, Et ça, vous détectez, dès les premiers échanges? ça se voit dans les comportements, ça se voit dans les questions qu'on pose et la manière de répondre, voilà. La deuxième qualité qui est très importante, c'est la transparence. Ça veut pas dire qu'on voit à travers, ça veut dire que, on pose les problèmes et il y a aucun sujet sur lequel il y a pas des écueils et du coup, connaître un problème, l'identifier, c'est déjà une source de progrès et en fait, quand on investit, on va apporter un upside et du coup, avoir des problèmes, c'est pas un problème. Avoir un problème, c'est avoir des chantiers qui vont permettre de les résoudre et qui sont des pistes d'amélioration. S'il y a pas de problème, c'est louche et du coup, l'investisseur déteste être surpris. Il aime bien savoir ce qui se passe, les bonnes choses comme les mauvaises choses et il aime bien d'ailleurs dans certains reportings de certaines startups dans lesquelles je suis, les reportings mensuels commencent par les mauvaises nouvelles et du coup, de les partager et puis de regarder comment on peut améliorer. Les objets parfaits n'existent pas et du coup, cette transparence est très importante. Il y a rien de pire que les gens qui masquent et puis les abcès grossissent et tout d'un coup, bah, ça explose et puis, c'est beaucoup plus compliqué, à gérer et alors donc je disais humilité, transparence et le troisième critère pour moi, c'est l'ambition et ce qui est très difficile, c'est de coupler humilité et ambition. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie d'être le premier. Il faut avoir envie de déplacer un marché. Il faut avoir envie, d'occuper l'espace, de prendre la place de la concurrence parce qu'on adresse le projet d'une meilleure façon et cetera et du coup, il va avoir une ambition au moins nationale et il faut avoir une ambition, importante. Ce qui veut dire et on retrouve le sujet de l'équipe, ce qui veut dire qu'une fois qu'on a prouvé son concept, une fois qu'on a rencontré un début de marché, il faut être capable de scaler et il faut, accepter de partager le pouvoir, de recruter des compétences, élevées, de déléguer, de faire confiance. Donc on retrouve l'humilité, on retrouve, la transparence et du coup de structurer l'entreprise et là souvent ça bloque à cet endroit-là pour qu'elle devienne de plus en plus grande et une entreprise de 50 personnes, ça se gère pas comme une entreprise de 10 personnes. Une entreprise de 100 personnes et de 500 personnes, nickel, aujourd'hui, il y a 700 collaborateurs. Ça se gère pas du tout de la même manière, que quand on est tout seul dans son bureau à 2 et qu'on démarre, dans son garage, comme le veut la légende. Et du coup, cette capacité à scaler, elle est très importante. Et donc dans le mot ambition, il y a le lien avec, l'humilité. Il y a savoir qu'il va falloir s'entourer des meilleurs. Et vous aidez également dans les recrutements? Enfin, peut-être vous donner des conseils, En fait, quand on est au bord d'une jeune entreprise ou d'une entreprise, en général, on est un peu un couteau suisse.
C'est-à-dire qu'on aide, beaucoup, je me rends compte, dans, bien sûr, la vision, stratégique et la manière, d'adresser le marché. On aide beaucoup dans la structuration des équipes, on aide beaucoup dans le pilotage, on aide beaucoup dans la gouvernance. Dans la structuration des équipes, on aide pas mal dans le recrutement, que ce soit en connaissant des gens dans les entreprises qu'on a côtoyées, qui ont du talent et qui peuvent rejoindre, ou les bons chasseurs de tête, ou les bons partenaires pour, trouver, ou les bonnes méthodes pour, welcome in the jungle ou, et cetera. Et on aide aussi beaucoup, dans le financement et dans trouver les fonds, que ce soit de la dette bancaire, que ce soit, des levées, de fonds pour financer, cette croissance. Mais surtout, moi, ce que j'essaye d'apporter le plus, c'est d'apporter quelque chose de différent des autres, investisseurs. Et du coup, moi, j'essaye d'être l'homme de confiance du dirigeant, celui à qui, on dit les choses, on dit ses doutes, avec qui on Et partage vous y arrivez, en aussi. général? Oui, j'y arrive dans certaines, et c'est important qu'ils sentent qu'il y ait cette bienveillance. On sait que c'est difficile, on sait qu'il y a des montagnes russes, on sait qu'il y a une part de chance dans la réussite et que des projets qui réussissent pas, c'est pas forcément que les gens ont failli, c'est que ça s'est pas passé, il y a pas eu le bon client au bon moment, pour une raison ou pour une autre. Et du coup, cette bienveillance est très, très importante, et du coup, de pas être le pitbull derrière les gens, à toujours vouloir plus, à toujours vouloir, moins de coûts et plus de croissance, et avoir cette pression, permanente. Donc de mettre un peu de, pas de douceur, mais de bienveillance, et de complicité. Le fait d'avoir été entrepreneur, d'avoir connu les montagnes russes, d'avoir failli mourir plusieurs fois, faute de financement, faute de bugs informatiques, et cetera. Ça rend humble aussi, et du coup, il faut aussi que l'investisseur ait les mêmes qualités, que celles que je disais pour l'entrepreneur, et du coup, en rajoutant la bienveillance. Donc on va revenir sur Compte Nickel. Donc vous en parlez dans votre livre, Nos banques justement. Vous parlez, donc vous faites le parallèle entre votre, associé, enfin l'un des associés parce que vous êtes 4. Donc Riyad, dont vous nous parlez de la rencontre et cetera. Alors vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a plu? Alors j'entends qu'il y a le côté responsable, enfin vous en parlez dans notre, masterclass Envie là que j'ai vu. Voilà, qu'est-ce qui vous a vraiment, touché dans cette mission? Ah bah, il y avait tout. D'abord, réparer une injustice, qui était l'exclusion bancaire, et puis je dirais même beaucoup plus loin, ce qu'on a découvert après, l'ensemble des frais d'incident que payent, 25 des Français qui sont en dépassement d'autorisation de découvert tous les mois, et du coup leur apporter une solution qui soit pas punitive et qui soit claire, qui soit transparente, qui soit cash, et qui désintermédie le rapport avec l'argent, qui rend chacun responsable avec une règle du jeu extrêmement simple, extrêmement claire, et du coup avoir cet, apport au marché qui n'existait pas. Recréer de la simplicité dans sa relation à son, argent, sans juger, sans jauger, sans, virer, est quelque chose qui me paraissait, très, très important. Donc il y a le sens de l'action, et cette mission qui était, sociale, me plaisait beaucoup. Deuxièmement, moi ce que j'aime, c'est quand on peut régler des problèmes avec des solutions, entrepreneuriales qui s'autosuffisent. C'est-à-dire que tout ce qui est associatif, j'ai beaucoup de respect et j'aime beaucoup, mais l'ensemble des gens que je connais dans les associations passent leur vie à chercher des fonds, et que ce soit sous l'égide de la Fondation de France, ils cherchent des grands partenaires, ils font des levées, et cetera. Et quand on a la chance de pouvoir régler un problème avec une solution qui s'autosuffit. Par exemple, là, j'accompagne aussi, le Quai Liberté, qui est ce, restaurant, monté par l'association Wake Up Café, qui aide les, anciens détenus, des centaines d'anciens détenus par an, à trouver, des boulots dans les entreprises, et donc qui les prépare et qui les forme pendant des années avant. Et cette association a décidé de monter le bateau, en rachetant le bateau de Thalassa, le Quai Liberté, qui est une école de cuisine et une école des arts de la table pour, anciens détenus, et qui leur permet d'être un sas de formation pour aller travailler après dans l'ensemble des métiers de la restauration. Bah, ce que je trouve fabuleux, c'est que cette école, elle est financée par les clients qui viennent au restaurant, ou qui viennent sur les quais de Seine, et là, ça vient d'ouvrir, au pied de Beaugrenelle, et voilà, donc on règle un problème sociétal en montant un modèle économique qui fait qu'on passe pas sa vie à chercher des fonds. Mais je refais la parenthèse, mais pour revenir au sujet nickel, ça me plaisait de régler un problème sociétal de manière entrepreneuriale, et qu'il y a un modèle, et on n'a pas fait le service gratuit, parce que quand c'est gratuit, les gens savent qu'il y a rien de gratuit. Donc c'est que quelque part, on va se rattraper, et que quelque part, c'est pas transparent. Du coup, nous, on voulait être moins cher que l'abonnement Free à 2 €. Donc on a fait 20 € par an, et on n'a pas bougé d'ailleurs, hein. On a lancé en 2014,
et on est en 2023, c'est toujours à 20 € par an. Donc et ça, c'est très important et grâce au nombre de clients, puisqu'on en a plus de 3 millions maintenant. Puis ce qui me plaisait, c'était, de partir de zéro, qu'il y ait beaucoup de technologie. Ce qui me plaisait, c'était que c'était une expérience de diversité puisque Riyad et moi venions d'horizons, très, très, différents. La caricature, c'était banlieue est, banlieue ouest. Du coup, c'est pour ça que quand j'ai écrit ce livre, Nos banques, j'ai voulu parler des hommes avant tout et du coup, j'ai raconté l'histoire de la famille Boulanoir depuis 73 qui arrivait d'Algérie à Lyon, et puis, l'ensemble de l'éducation, de Riyad et du coup, nos destins partagés et notre rencontre, très, incroyable et du coup, ça me plaisait beaucoup, de m'associer, avec Riyad, avec Michel, avec Pierre pour relancer Nickel parce qu'on parle beaucoup de Riyad et moi parce qu'on était les plus médiatisés, mais les autres ont eu un rôle, au moins aussi important et heu et notamment de structurer les opérations, structurer la distribution, le marketing et cetera. Donc Michel et Pierre, ont eu un rôle colossal, dans Nickel et on n'en parle pas assez. Donc vous avez été rentable assez rapidement, il me semble? Ça dépend ce qu'on appelle rapidement, parce qu'on a démarré le projet en 2011 et on a sorti l'offre en 2014. On a eu énormément de mal à le financer, comme je raconte dans Nickel, parce que personne n'y croyait, quoi. J'ouvre un compte chez le buraliste pour, les personnes les moins aisées, voilà, personne ne voulait, nous suivre et du coup, on a levé des fonds auprès de 140 actionnaires individuels et j'ai dû faire 7 levées de fonds et on était toujours, à court de cash parce que c'est quand même lancer une banque, quoi. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Donc dire que ça a été rapide, c'est pas vrai puisque c'est masquer la phase projet. Par contre, une fois qu'on a lancé en février 2014, on a ouvert 4 000 comptes le premier mois. On a été énormément soutenu par le réseau des buralistes, mais aussi par les grands médias et du coup, chaque fois qu'on faisait un 20 h de TF1, ben, on avait une masse de clients nouveaux, qui venaient et du coup, dès le mois de novembre 2014, on ouvrait, 10 000 comptes par mois et on est passé l'année suivante à 20 000 comptes par mois, puis 25 000 et du coup, effectivement, le la rentabilité le premier mois où on a arrêté de perdre de l'argent, il devait être en août ou septembre 2017. Ça veut dire, 3 ans et demi après le lancement. Donc ça, c'est assez rapide. Mais si on fait par rapport au début du projet, c'est 6 ans et demi après le début du projet, donc c'est rapide et c'est long. La moyenne de la rentabilité des startups qui y arrivent, puisqu'il y en a un certain nombre qui n'y arrivent pas, c'est 7 ans. Nous, on a mis, 3 ans et demi depuis le lancement, mais on a mis 6 ans et demi depuis le début du projet. Donc ça avait été possible ce projet donc voilà par la rencontre, des personnes. Voilà, vous soulignez vraiment quoi que les Ah, les rencontres, multiples les rencontres, expériences de parce que chacun, même les c'est rencontres avec les premiers actionnaires, c'est des belles histoires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient en vous et qui décident de mettre, 20 000, 50 000, 100 000 € dans votre projet. À chaque fois, c'était des belles rencontres et chaque fois, c'était presque des hasards, quoi. Et quand on lève des fonds, finalement, je me suis rendu compte que quand on va pitcher avec son deck, pour parler français, et que, on est un peu à la peine et tous les gens trouvent toutes les bonnes questions négatives pour ne pas investir et c'est très difficile de les convaincre. Alors que quand on parle, avec passion dans une conférence, dans un dîner, dans une rencontre de ce que l'on fait, les gens demandent: «Est-ce qu'il y a de la place dans le capital?» quoi. C'est-à-dire qu'il y a une alchimie de la confiance, qui m'a surpris et en fait, c'est la passion que les gens ont envie de suivre et c'est quand on parle avec passion du problème que l'on règle et de la manière dont on va le faire et de l'équipe avec qui on le fait, que ça donne envie aux gens de vous accompagner. ça a été un changement, en termes de fonctionnement et cetera par rapport à votre ancienne vie d'avant? Bah, moi, mon ancienne vie d'avant, j'ai démarré comme journaliste stagiaire au SMIC et j'étais très indépendant, dans mes écritures et du coup très libre dans ma semaine pour livrer, mes articles, après une formation d'analyse financier. Mais après, j'ai travaillé dans des groupes de communication financière, mais à 30 ans, j'ai créé mon entreprise et j'étais seul dans un bureau à démarrer, à avoir les premiers clients. J'ai commencé tout seul et moi, j'ai aucun problème de passer de très, très grandes entreprises à toutes petites boîtes, de passer, public à charitable, à privé et après j'ai démissionné, et j'ai redémarré seul dans mon bureau avant de rencontrer Riyad et de relancer, Nickel et j'ai redémissionné, en 2020 et là je suis de nouveau redémarré seul et si je suis prof, en université, demain et je fais beaucoup de conférences et de choses comme ça me gêne pas du tout d'avoir un statut, public, d'avoir un statut associatif ou d'avoir un statut privé. Et je trouve que la France manque de cette fluidité. On est toujours, classé dans, en
grands groupes, CAC 40, petites entreprises, ETI, start-up, French Tech. Moi, j'aime pas les clans, ce qui est compliqué, hein, c'est plus facile, d'être dans une bande. Mais, j'aime bien être indépendant et j'aime bien la fluidité. J'aime bien passer, d'un endroit à l'autre, et j'ai pas de problème vis-à-vis de ça et je trouve qu'il y a des gens formidables partout et du coup, j'ai pas de haine des grands groupes, je ne caricature pas l'administration, parce que je connais les gens et il y a des talents et il y a des gens formidables partout et moi, j'aime bien passer de l'un à l'autre. Une des personnes qui a le plus aidé Nickel, c'est Jean-Louis Kiel, qui s'occupe de l'association Crésus, qui a un talent formidable, qui fait un travail formidable, qui met tout le monde autour de la table, que ce soit, Bercy, les banques, les grandes entreprises, les associations locales, pour aider les gens dans des situations financières inextricables ou même, faire évoluer la justice et du coup, moi j'ai jamais eu de problème, en fait, à redémarrer de zéro, à m'en aller quand j'avais plus envie, à voir les gens que j'avais envie de voir, à aimer les rencontres, impromptues. Moi, j'adore l'inconnu et je considère que le plus grand risque est de pas en prendre et je considère que ce qui a le plus d'importance sur la vie, c'est ce qu'on connaît pas et qui va se passer demain. Et ça, c'est quelque chose, un trait de caractère depuis toujours, chez vous? Ouais et du coup, ça rend gourmand. Bah, c'est peut-être ma curiosité, de journaliste au début, d'avoir envie de découvrir des belles personnes, d'avoir envie de découvrir des histoires. Mais il y a tellement de gens fabuleux sur terre qu'on connaît pas. On connaît bien quelques dizaines de personnes, une centaine. On a dans son carnet d'adresses au maximum quelques milliers de personnes, mais il y a 8 milliards d'habitants et il y en a 95 qui sont des gens bien, quoi et du coup, on a un potentiel de choses à faire, demain qui est absolument, formidable. Je suis agnostique de ce point de vue-là, par rapport aux milieux sociaux, au statut, au diplôme, à la taille de l'entreprise, ou, au type d'organisation, quoi et du coup, moi, j'aime la fluidité. Voilà, j'aime pas les clans. Ah, vous nous avez aussi conseillé, donc dans les tips, pour, créer notre entreprise, de lancer notre entreprise, d'être pas mal engagé, proposer une offre qui soit pas mal engagée, qu'on se base sur des choses qui nous indignent au quotidien, qu'on aille sur ces sujets-là pour pouvoir être, Plus on a un combat qui nous semble juste, qui a une dimension, forte, sociétale, plus on est capable de s'investir et de déplacer des montagnes parce on a une mission qui est plus importante et du coup, ça nous prend, aux tripes, beaucoup plus qu'autre chose. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, la plupart de ceux avec qui je discute, quand on leur demande d'où est venue, l'idée, de, la société qu'ils ont créée, c'est venu soit d'une rencontre, soit d'un moment de rupture, mais c'est venu beaucoup, d'un besoin qu'ils avaient eux et qui était mal assouvi et du coup, c'était leur propre expérience qui fait qu'ils se sont dit: «Tiens, ça pourrait être fait mieux, ça pourrait être fait différemment et voilà comment, je peux le faire». Que ce soit un nouveau, logiciel ou que ce soit, une offre, plus grand public ou que ce soit une nouvelle plateforme ou un nouveau commerce, un nouvel type d'industrie ou de design. Chaque fois, c'est quelque chose que les gens ressentent, en leur fort intérieur à un moment et après la difficulté, c'est de franchir le pas. Un pas sur 2 est fait après une rupture. Ce sont des gens qui se retrouvent entre 2 jobs et qui créent leur affaire et une fois sur 2, c'est des gens qui quittent pour créer. Mais dans les 2 cas, il y a un moment où le moteur se met en marche, de l'envie de faire plus, de faire différemment, d'être plus libre, d'être plus indépendant. Alors on n'est jamais libre et indépendant, hein, on est toujours dépendant de tout le monde, mais quel que soit l'endroit où l'on soit et y compris quand on démarre quelque chose seul et qu'on a 100 du capital au début, on est dépendant, bah, des clients qu'on va trouver, des banques qui vont nous accompagner, des fournisseurs qui vont nous aider, et cetera et puis des collaborateurs qu'on va finalement, trouver donc on recrée toujours la même chose, on recrée toujours les mêmes formes de dépendance, mais on le fait différemment et avec un moteur qui est peut-être plus puissant, quand, ça part de nos tripes. donc vous dites que vous adorez écrire, donc vous avez écrit, 2 livres. Alors j'en ai écrit, 3 et je suis en train d'en faire un 4e. Non, j'en ai créé un en 98 sur le modèle de la Silicon Valley, avant l'éclatement de la bulle internet, mais sur, en gros, comment on finançait la tech et comment, on essayait de devenir, des leaders en partant de rien, y compris sans avoir d'argent. Donc ça s'appelait «L'espoir économique» et après j'ai écrit, «La semaine où Kerviel a failli faire sauter le système financier mondial» sur, le comportement humain dans des situations de stress extrême et la gestion de crise. Et du coup, ça, c'était très important pour moi, de faire ce testimonial post-crise pour tous les gens qui auront à affronter des crises
les aider à les gérer. Et puis après j'ai écrit, No Bank qui était le nom de code de Nickel, au début et qui raconte la genèse de la création, du compte Nickel, devenu Nickel, avec notamment, cette histoire très humaine entre Michel, Pierre, Riad et moi. Donc ça, c'est les 3 premiers livres et puis là, je fais plus un livre, comme je marche beaucoup et que je vais traverser les Pyrénées, entre Hendaye et Bagnols-sur-Mer, pendant, 50 jours en mois de juin, juillet. Donc je fais un livre sur la marche. D'accord. Donc plus rien à voir avec, où il y a un lien? Bah, il y a beaucoup quand on marche, on pense et quand on pense, on raconte, ce qui nous passe par la tête. Donc il y a des liens entre tout ça. Et du coup, c'est pas que la description de la faune, de la flore, des paysages ou de la géologie ou de la sociologie ou de l'économie locale ou des gens qu'on rencontre, ça c'est passionnant déjà, mais c'est toutes les réminiscences, toutes les pensées qu'on a en chemin sur l'ensemble des sujets. Et ce qui est important, c'est les pensées en chemin, comme dans Don Quichotte où Cervantes raconte les phobies, des ennemis, supposés, de Don Quichotte, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quand il s'arrête dans une auberge et qu'il rencontre quelqu'un qui revient des croisades et qu'on a 50 pages sur l'épopée des croisades et là, on vit, le siècle et on vit, des aventures extraordinaires. Donc ce qui compte dans les livres, et notamment les livres de marcheurs, comme Axel Kahn, comme Tesson, comme Ruffin, comme, quoi il y en a énormément, que j'ai lus et que j'ai beaucoup aimé. C'est les pensées en chemin qui sont importantes et du coup, là, on retrouve le lien avec tout et on retrouve la jeunesse de tout et c'est des livres qui sont, beaucoup plus forts parce que quand on fait circuler son sang, circuler son cœur, on développe ses arborescences, sa tête et finalement, la marche développe, la pensée et c'est ça que j'aime dans la marche. Au-delà de la beauté, des paysages. Justement, vous disiez, nous, qui entreprenons, voilà, de s'octroyer des pauses aussi, qui sont nécessaires. C'est très important, il faut savoir sortir de ses bulles, y compris les bulles négatives dans les phases, difficiles, Voilà, se trouver son sas de décompression, que ce soit la marche, savoir aller s'aérer et cetera et chez Nickel, quand je faisais des points avec des collaborateurs de 2 personnes, et qu'on n'était pas là à étudier un tableur ou à relire un document, quand c'était juste un point, moi j'aime bien faire des points informels. Je les faisais en marchant et donc on va marcher une demi heure, on fait le tour du quartier, on fait le tour du pâté de maison, on fait le tour de 2 parcs, une demi heure, 1 heure et c'est complètement différent. Il se crée un lien qui est plus fort, on aborde les sujets plus denses. En marchant, les choses, viennent plus naturellement. Du coup, quand on fait des réunions bilatérales, moi je conseille de les faire en marchant et ça change tout. Mmh. ouais, exactement, ouais. Et vous avez, un processus créatif quand vous écrivez ou non, il y a pas de règle du tout? Non, 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 j'ai la chance d'être un peu arborescent et du coup, j'ai pas de syndrome de la page blanche et du coup, j'ai plutôt ça déborde plutôt, Plus le matin, c'est ça? Ou vous avez une routine, un peu enfin, vous aimez bien écrire le matin, c'est ça? Alors, quand j'écris, des livres, quand j'ai écrit mes précédents livres, j'écrivais beaucoup le matin et j'adore la tranche, 6 heures 9 heures quand, il y a pas de téléphone, il y a pas de bruit, et donc là, on a 3 heures de concentration où on n'est pas dérangé donc et moi, je suis plutôt du matin. Mais par contre, quand je marche, je m'arrête à midi, j'écris une demi heure, après mon pique-nique et puis après je remarche le soir et j'écris dans les refuges pendant 1 heure et là, j'écris à la main. Quand j'écris mes livres à 6 heures du matin, je les écris sur l'ordinateur, mais là, j'écris à la main parce que quand on marche, porter un ordinateur, un MacBook Air, ça pèse 1,2 kg quoi et du coup, et rajouter du poids, rajouter du courant, ça va pas. Alors qu'un petit bloc qui pèse 200 grammes, ça permet d'écrire plein de choses, quoi. Ouais, non, c'est sûr, ouais. Est-ce que vous vous estimez chanceux? Oui, et même si, la chance, ça se provoque, quoi et ça se saisit et du coup, je disais que le principal risque, c'est de pas en prendre. Du coup, si on se met pas dans une situation, presque de danger, par exemple, démissionner ou entreprendre ou, si à un moment on réagit pas, il se passe rien. Donc on n'a pas, je dirais, de chance si, on ne provoque rien. Voilà, donc quelque part, ça se mérite. En même temps, la malchance, ça se mérite pas et l'arbre qui tombe sur votre toiture, le l'accident de la route provoqué par un autre, le bug, qui va, mettre en rideau votre informatique ou l'intrusion informatique, de pirates, tout ça, c'est de la malchance et on a beau la préparer, il y a une part de malchance et du coup, moi, j'ai pas eu trop de malchance. Il y a des choses que j'aurais aimé ne pas vivre dans la vie, par exemple la crise cardiaque. Il y a des choses que j'ai trouvées très difficiles, des grands moments de solitude quand j'ai entrepris il y a 30 ans, au bout de 6 mois qu'il se passe rien et se dire, «Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'il va se passer quelque chose?» Mais il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Mais j'ai pas eu de grosse malchance. Donc pour répondre à ta question, non, j'ai pas eu de chance
dans ce que j'ai entrepris, parce que je l'ai fait et ça s'est bien passé, mais je le mérite. Mais oui, j'ai de la chance de pas avoir eu d'accident de la vie, grave, de pas avoir, de choses dont je me suis pas remise et du coup, oui, dans ce sens-là, j'ai de la chance. Et j'aime bien demander à mes invités quels sont leurs drivers? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin, Hugues? Alors moi, ce qui me fait lever le matin, ça a été pendant longtemps, mes enfants, mais maintenant ils sont grands et autonomes, chacun, parce que la dernière a 20 ans et du coup, c'était mon bonheur, quotidien, pendant 30 ans et mon émerveillement et non, moi, ce qui me fait lever le matin, c'est de me dire, ce qui va être beau dans ma journée, et du coup de faire en sorte que chaque journée soit belle. C'est-à-dire que chaque journée, j'ai une expérience, une rencontre, un rendez-vous, une marche dans la nature, un ami. Donc ce qui me fait lever le matin, c'est l'aventure de la journée qui commence et c'est de surtout pas être dans la routine et de toujours être à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles, pages d'écriture, et du coup, c'est la je dirais que c'est la création qui me donne envie de me lever le matin. C'est d'envie de créer des nouvelles choses, que ce soit de nouvelles rencontres, des nouvelles pages, des nouvelles aventures d'entrepreneur et du coup, c'est ça qui m'intéresse, et je me rappelle, ça m'avait marqué, je sais pas pourquoi j'en parle ici, mais j'avais vu une interview de Paul Belmondo qui est le sculpteur, qui était le père de Jean-Paul, l'acteur et on le voyait sculpter dans son atelier, et il avait, 80 ans et on lui disait: «Mais pourquoi il sculptait encore?» et il disait: «Parce que j'apprends», voilà et du coup, l'émerveillement de chaque jour, l'idée d'apprendre, de découvrir chaque jour est un moteur qui est énorme. Tout à fait, oui. Vous êtes sur les réseaux sociaux, Hugues? LinkedIn? Non, j'en suis sorti parce que j'ai gardé que LinkedIn qui est professionnel, mais j'ai enlevé tous les gens que je connaissais pas. Donc, je suis passé de 30 000 à à 3 000 personnes. Puis j'ai fermé Facebook et j'ai fermé Twitter. Et Twitter, je déteste l'anonymat et la violence, donc je trouve ça très désagréable et je trouve que c'est un mauvais réseau social. Et j'ai fermé Facebook parce que, on a 3 millions de clients et les gens me prenaient pour le service client. Et du coup, j'étais en permanence, interpellé par des dizaines de personnes, pour des sujets, de fonctionnement de leur compte. Il y a un service client très dense pour ça, ouais, moi je peux pas regarder, d'ailleurs j'ai même pas en tant que président l'autorisation d'aller dans les systèmes d'information et de regarder les données des clients et du coup ça m'agaçait, les incivilités des gens qui, voilà et du coup, j'ai juste gardé, LinkedIn où je n'accepte que les gens que je connais ou, qui proposent quelque chose qui peut m'intéresser, quoi. Voilà et du coup, je suis plus du tout en réseaux sociaux broadcast. J'ai passé l'âge d'essayer de faire ma publicité et de chercher de nouvelles choses. Je cherche de belles rencontres, mais pas de j'ai pas besoin d'être connu, d'être populaire, et je suis très, très, très bien, dans l'anonymat, à me promener dans la rue sans être reconnu. Très bien. Ben merci beaucoup Hugues, d'avoir partagé tout ça, hein. Je suis Merci vraiment ravie Sylvie. et puis, peut-être, à une prochaine fois avec, votre prochain livre, qui Eh sait? ben, on verra. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Collecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcasts. Merci et à très vite.